Donc Goethe nous disait déjà, ce que tu as reçu de tes ancêtres, acquiert-le pour le procéder. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Quel est l'intérêt d'acquérir ce qu'ont fait nos ancêtres pour posséder. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tout d'abord, des définitions. C'est une introduction. Alors, pour certains, ce sera une redite, mais on va quand même partir du présupposé qu'on doit tout voir. On va voir comment a évolué l'approche transgénérationnelle au fur et à mesure des années et des siècles. Et on va voir tout ce qu'on dit contre la psychogénéalogie, tout ce que les détracteurs en disent. Vous ayez un peu votre opinion là-dessus. Deuxième partie, on va voir réellement comment se passe un atelier en psychogénéalogie. Je vais vous parler de certains cas cliniques concrets, et si vous en avez, vous pouvez les amener aussi, il ne faut pas hésiter. Je balayerai un peu la mythologie avec notre ami Oedipe, parce que même si c'est de la mythologie, même si c'est du théâtre, c'est intéressant de voir l'implication transgénérationnelle dans l'Oedipe. Et puis on va glisser vers l'intégration transgénérationnelle. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de donner une suite à juste la découverte de la psychogénéalogie, puis l'intégration transgénérationnelle. Ça finalise la totalité de la pratique. Je vous donnerai des sites internet et de la bibliographie. Donc, quand on parle de transgénérationnel, quand on parle de choses qui se reproduisent de génération en génération, il y a plein de choses qui nous semblent logiques. Or, même si Dutronc chante comme son père, et même si le fils fait la même chose que le père, c'est pas toujours si évident que ça. Là, ça nous saute aux yeux, et pour plein d'autres faits, ça ne nous saute pas aux yeux que ce soit du transgénérationnel. Donc, un tas de questions sont posées dans notre vie, en termes de psychologie. Par exemple, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi on répète toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes choix? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que ces héritages qui nous viennent des générations précédentes sont une fatalité? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mesurer leur impact dans notre vie, vraiment au quotidien? C'est aussi une question à laquelle on va essayer de répondre. Et puis, est-ce qu'on a des casseroles qui nous viennent de nos aïeux? Tout ça, toutes ces questions, on va essayer de les intégrer et essayer de nous libérer de ces héritages. Alors, définition technique, la psychogénéalogie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'analyse transgénérationnelle, et il y a deux personnes qui revendiquent ce terme. Il y a Jodorowsky et Anne Ancelin, Schulzenberger. Oui, dans la psychogénéalogie, ce sont toujours des noms très compliqués. J'ai remarqué ça, mais enfin, Anne Ancelin qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, 91 ans. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit « Les événements, traumatismes, secrets, conflits vécus par les ascendants d'un sujet conditionneraient ses faiblesses constitutionnelles, ses troubles psychologiques, ses maladies, voire ses comportements étranges ou inexplicables. » C'est donc une approche, on va dire, thérapeutique. Alors, bien évidemment, la loi de février de Maggie de Bloch met au banc un tas de choses. Donc, on va laisser thérapeutique, on va retirer psychothérapeutique. Mais bon, c'est un outil, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Ici, c'est l'université, on va essayer de décanter ce qui est positif ou négatif dans cette histoire et en tirer quelque chose. C'est un courant qui dévie de la psychanalyse. Pourquoi? Parce qu'on va se baser sur le fait de trouver et traiter la source de la difficulté plutôt que le symptôme. N'en déplaise à Maggie de Bloch. C'est-à-dire que par rapport à quelqu'un qui va avoir un psychiatre et qui va se plancher dans le DSM-5, on va dire voilà, c'est tel type de gélule, on ne va pas chercher pourquoi, très rarement, sauf si le psychiatre a fait une psychanalyse, pourquoi cette personne dysfonctionne à un moment donné. Ce n'est pas le cas en psychogénéalogie. On considère que l'inconscient a bonne mémoire. Donc, petit rappel pour ce qui est de l'inconscient, encore une fois, c'est assez mystérieux parce que personne ne l'a vu. Et c'est souvent comme ça pour plein de choses en psychologie et en psychanalyse. Donc, on a de l'inconscient, on a du surmoi, il y a un tas de choses, je vais en parler un peu plus tard. Mais il est en fait certain que nous avons en nous un tas de choses
qui nous font agir de manière inconsciente. La démonstration de l'inconscient, c'est quand vous prenez votre voiture pour rentrer chez vous. Vous ne réfléchissez pas à mettre votre clignoteur, tout ça, à tourner le volant, vous arrivez chez vous, donc votre inconscient a pris le contrôle. Eh bien, il prend le contrôle pour un tas de trucs. Par exemple, le but du travail de la psychanalyse, c'est de voir ce qui se passe dans votre inconscient, bien évidemment, pour voir si les actes que vous posez sont en adéquation avec votre inconscient. Et donc là, on va aller analyser ce qui se passe au niveau de vos rêves, par exemple. Freud disait, les rêves, c'est la voie royale vers l'inconscient. Quand vous rêvez, vous n'avez plus le contrôle de vous-même, et cet inconscient nous fabrique une histoire que vous pouvez plus ou moins répéter le matin, plus ou moins parce que vous avez ce qu'on appelle le surmoi, le gendarme de la conscience, qui vient bloquer cette information. Si vous voulez étrangler votre mère ou votre père, c'est pas bien dans la société, donc le surmoi vient bloquer cette information. Et donc, pour contourner ça, l'inconscient va générer une histoire alambiquée et va pouvoir contourner ce gendarme de la conscience. Au matin, vous vous réveillez avec un truc où vous dites « j'ai rien compris, j'ai rêvé, j'ai rien pigé ». Eh bien, voilà, l'inconscient, c'est ce genre de truc. On commence à détecter dans le cerveau un endroit où sont fabriqués les rêves. Donc je suis certain que les neurosciences vont nous trouver tout ça un jour. Donc un peu de patience, pour l'instant on va dire que l'inconscient a plein de choses en mémoire pour nous et qu'il les fait ressortir à un moment donné ou qui nous pousse à agir de manière inconsciente. Donc pour la psychogénéalogie, c'est la cause du trouble qui est important, qui est essentiel pour la guérison de la personne qui a un souci. Pour la psychogénéalogie, ce qui est important, c'est de mettre en évidence l'histoire de la famille et de voir ce qu'il peut y avoir comme processus de transmission de génération en génération. Anne Ancelin, elle, était vraiment à la recherche de ce qu'on appelle les phénomènes de répétition, et on va le voir un peu plus loin, ne vous inquiétez pas avec ça. Et on essaye aussi de rechercher ce qu'on appelle les loyautés familiales invisibles. Tout le monde dans la famille agit comme l'arrière-arrière-grand-père. Ça peut être très cool, ou ça peut être un tas de cancer en phase terminale à 30 ans. Et ça, c'est un peu moins cool. La psychogénéalogie se base sur la généalogie. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais la généalogie, en gros, qui vient du grec génès, les gènes, alos, la parenté, j à la vie, on va rechercher l'origine des filiations des personnes dans une famille. Et vous avez ce qu'on appelle la généalogie ascendante, donc là on va chercher les ancêtres, ou la généalogie descendante, là on regarde ce qui se passe au niveau des parents. Pourquoi on utilise les deux? Parce que quand vous travaillez sur un génosociogramme en psychogénéalogie, si la personne a des enfants, quand elle se dessine sur le génosociogramme, en dessous, elle va évidemment mettre ses enfants. Donc on va travailler sur la généalogie descendante à ce moment-là. Le fameux génogramme ou génosociogramme, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est un genre d'arbre généalogique. Mais on va y rajouter un tas de trucs là-dessus. C'est-à-dire, ok, on part sur l'arbre généalogique, mais par rapport à papa, je vais indiquer ses dysfonctionnements, une maladie, un accident, un tas de trucs, un tas d'informations. On dépose un tas de trucs à côté des différents personnages de l'arbre. Vous allez le voir après. Donc, surtout si vous êtes dans le domaine thérapeutique et que vous avez envie d'utiliser cet outil, au départ, il ne faut pas demander à la personne de faire des recherches généalogiques ni de faire une enquête. Vous devez voir avec elle ce qu'elle sait de sa famille, de son arbre. Et c'est parfois interpellant de voir la personne qui dessine et puis tout d'un coup dans la branche paternelle ou maternelle, hop, il y a des blancs. Oui, là il y avait bien des frères et sœurs, je ne sais pas, blablabla. Ça donne déjà une indication. Pourquoi on ne sait pas par là. Puis après, il doit faire son enquête, aller frapper aux différentes portes, aller à la commune, et là il peut ramener des éléments tangibles. On verra ça un peu plus tard. Donc, le génosociogramme, clairement, c'est emprunté à l'analyse systémique, avec un côté un peu plus psy qui vient s'ajouter aux différents personnages. Pourquoi on fait ça? C'est pour repérer. Quand vous faites pour les psys qui sont ici, quand vous recevez un patient, au départ vous le laissez beaucoup parler, vous faites une anamnèse, etc., etc. Et puis à la limite, il va amener ce qu'il a envie d'amener, logiquement. Donc si pendant 10 ans, monsieur n'a pas envie de parler de maman, c'est de la libre association, il n'en parlera pas.
Et là, on peut rester très longtemps en analyse. Quand vous êtes confronté à un génosociogramme, vous êtes obligé de dessiner papa, maman, la bonne et le chien. D'accord? Donc, clairement, ça permet de repérer un tas de choses que vous n'auriez peut-être pas repérées dans un entretien clinique simple. On est vraiment confronté à la réalité. Là-dessus, on va noter quoi? Les décès, les maladies, les accidents, des phrases assassines. Ça, c'est aussi interpellant. J'ai eu des cas où, par exemple, la personne me dit « Ah oui, ma mère m'a dit ceci. » Alors, je dis « Bah, indiquez-le. » Et le génosociogramme, ça se fait avec des couleurs. Genre, on met rouge quand c'est pas cool, on met vert quand c'est chouette. Et il me dit « J'écris ça en quelle couleur ?» C'était catastrophique comme phrase. Hein, c'était une belle phrase assassine. Je dis bah, « En rouge. » Ah oui, ok. Il note. Et ça ne fait pas de tilt. Mais la phrase qu'il indique sur le génosociogramme, c'est la cause de son dysfonctionnement. Donc, il faut être attentif quand vous êtes thérapeute. Ok, j'ai une idée, mais il ne faut pas l'influencer, il faut laisser faire. Et puis, il faut essayer que ça vienne à sa conscience. Hein. Et parfois, c'est juste quand on a terminé après 1 heure ou 2 heures d'atelier qu'il s'assoit et qu'il relit la phrase et qu'il dit mais putain, c'est ma vie, ça. Cette phrase, c'est ma vie. Un truc qu'il a entendu à 8 ans. Alors, vous verrez, il y a différents codes, mais peu importe. Souvent, on met les hommes en carré, les femmes en rond. On met des croix quand il y a des décès, ou bien une petite croix plus catholique quand il y a un décès dans le génosociogramme. On essaie de calquer ça sur un arbre généalogique. Ça, c'est très beau parce que c'est informatisé. Dans la réalité, je vais vous en montrer un vrai. Donc, j'ai l'autorisation de le montrer. Donc, cette dame, au moment de commencer l'arbre, je demande toujours d'indiquer dans le bas, à gauche, pourquoi on veut faire cet arbre. Et la personne, elle écrit ça. Pour ma reconnaissance, elle écrit la date, et retrouver ma structure. D'accord? Et vous pouvez remarquer ici qu'il y a un con qui est entre parenthèses. Et la première chose que je me dis, c'est qui ce con dans l'arbre? Mais pour elle, c'était pas ça. Donc pour elle, au départ, mais je lui demande, tiens, pourquoi vous avez mis le con entre crochets? Elle dit, parce que c'est d'une part ma renaissance, grâce à cet arbre, et puis ma reconnaissance, parce que je vais me mettre dans cet arbre, je vais trouver ma place. Mais de ce con qu'on met entre parenthèses, on n'en parle pas. Or, c'était la clé, c'était le con. Mais ça a été mis de manière inconsciente, vu qu'on ne sait pas au départ qu'on doit écrire ça. Et comme un écrivain, quand il se met devant la page blanche, c'est aussi son inconscient. Celle qui a écrit Harry Potter, ça devait être cool dans sa tête, mais voilà, on ne sait pas ce qu'on va écrire. Alors après, qu'est-ce qui se passe? On écrit plein de choses. Donc vous voyez que c'est moins structuré que ce que vous avez vu tantôt, mais bon, la personne au départ est là, et puis vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de rouge. Hein. Mais c'est un peu normal, si tout était vert, on ne vient pas en consulte. Hein. Soyons clairs, hein. Tout le monde n'a pas besoin de faire un atelier de psychogénéalogie. Et donc on implique plein de choses. Plein d'événements, plein de faits. Et on peut reprendre son arbre et rajouter des choses et continuer à travailler pendant des années. Parce qu'on va dans, je sais pas, peu importe, dans une commune à l'étranger, on a des informations, on rajoute. Ou bien parfois on a terminé son arbre, on a compris que le problème venait de cette personne-là, on règle ce problème et on brûle son arbre, terminé. Il n'y a pas de règle bien précise. J'ai ici eu un cas où des psychologues qui ont rajouté les photos des ancêtres. Alors ça c'était très marrant, hein, juste une petite parenthèse. Ils disaient, ah, toujours dans la famille de papa, ils sont pas cool, hein, ils font toujours la gueule. Et chez maman c'est très fun, très chouette. Et puis quand on voit les photos, c'est tout à fait l'inverse. Mais vraiment, hein, tout le monde faisait la gueule dans la famille opposée. Mais c'est quand même flagrant. Donc ils reprennent leur bâton de pèlerin, ils vont reparler de Pierre-Paul Jacques, et là on se rend compte que c'était l'inverse. Donc ils ont travaillé dans le fantasme pendant des années sur le fait que ce soit l'autre famille qui était cool. Et tout change hein, dans la perception. Mais bon, je vous passe des détails sur les problèmes techniques, dans cette arbre qui n'était pas spécialement lié aux photos. Alors, vous entendrez parler parfois d'intergénérationnel ou de transgénérationnel. La différence entre les deux, c'est que l'intergénérationnel, c'est entre des générations qui se connaissent. Donc, un secret peut se transmettre à ce moment-là. Tandis que dans le transgénérationnel, on peut avoir des secrets, parce que c'est 4-5 générations avant. Non?
Ce qui veut dire que quand vous faites une approche transgénérationnelle, c'est assez compliqué. Au départ, ça fait peur parce qu'on se dit mais j'ai aucune information, je ne connais personne. Et là arrive la magie des synchronicités, un tas de choses qui s'opèrent, un peu mystico-gélatineuses. Donc les synchronicités, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous en parler brièvement. C'est Jung qui a surtout développé ce concept-là. Vous avez envie de quelque chose, vous pensez à quelqu'un et puis l'événement se passe. Nous, on va appeler ça des grosses coïncidences. Les synchronicités, c'est je souhaite quelque chose ardemment et quelque part l'univers va répondre à ma demande. J'ai jamais entendu. Je compte un exemple concret. Mon arbre, parce que j'ai fait mon arbre, bien évidemment, il me manquait beaucoup d'informations côté maternel, parce que tout le monde était mort. Et je me dis, comment je vais faire? Pas possible. Je vais au resto, je vois une dame âgée qui passe et qui me salue et qui me dit, tiens, tu ne serais pas Frédéric? Et en fait, c'était la marraine de ma mère, que je n'avais plus vue depuis 40 ans, certainement. Et je dis, ah, écoute, j'ai des questions à te poser. Et elle m'a donné son GSM. Voilà une synchronicité. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on se retrouve face à des difficultés potentielles, à se lancer quand même dans cet art. On va générer quelque chose. C'est vraiment mystérieux, mais bon, voilà, je ne sais pas vous l'expliquer autrement. Un tas de gens comme ça arrivent dans un cimetière, sont perdus, ne savent voir personne. Et là, ce jour-là, un dimanche après-midi, il y a le croque-mort qui passe et qui sait où se trouve la tombe de cet ancêtre-là. Ça, c'est des cas concrets d'il n'y a pas longtemps. La semaine passée, en fait. Donc, n'ayez pas peur, les synchronicités vont répondre à vos demandes à un moment donné pour avancer dans cette art.